Alors, s'agissant de Marx lui-même, si vous voulez, je vais synthétiser, hein, puis après dans le débat, vous pourrez me demander de préciser, c'est quelqu'un qui présente, si vous voulez, trois casquettes, si je puis dire. Hein, c'est trois personnages en un seul. Il a d'abord été philosophe donc, dans sa jeunesse. Ensuite, il est devenu un scientifique, un spécialiste des sciences sociales, et tout particulièrement un spécialiste de l'histoire. Et enfin, c'est un homme politique, et il est connu, bien entendu, en tant que politique. Hein. Mais il faut bien distinguer ces trois aspects. Hein. On peut, par exemple, être d'accord avec le philosophe ou avec l'analyse qu'il fait de la société, sans forcément adhérer à son projet politique. Vous voyez, bon. Et inversement, on peut être, pour le projet politique de Marx, et être chrétien, c'est-à-dire ne pas adhérer à sa vision de l'homme. Si vous voulez, hein. Alors, le philosophe, parce qu'il a fait des études de philosophie, hein, brillant, vous voyez tout de suite, c'était quelqu'un qui a été remarqué très tôt pour ses immenses qualités, là où il fait des études en Allemagne. Il impressionnait, si vous voulez, tout le monde, hein, et il a fait une thèse où il comparait la philosophie de la nature de Démocrite et celle d'Épicure. Vous voyez, il était déjà dans une optique, en quelque sorte, matérialiste. Si vous voulez. Bon. Alors, il poursuit ses études. Il ne peut pas se faire nommer en fac, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait une répression des idées dans l'Allemagne de son temps, et que l'un de ses amis avait été interdit d'enseignement parce qu'il était, si vous voulez, irreligieux, voire matérialiste ou athée. Vous voyez, il s'est dit, je ne pourrai jamais me faire nommer en faculté. Hein. Donc, il se lance dans la philosophie, alors qu'il avait en vue, vous voyez, toute une histoire de la philosophie, et en même temps, il faut le savoir, c'est qu'il est aussi simultanément engagé politiquement. Ça vous expliquera que les différents moments, vous voyez, de son itinéraire intellectuel sont ceux d'un intellectuel qui est parallèlement engagé. Hein. Mais je montrerai d'abord le fil directeur de son engagement intellectuel. Alors, il est philosophe, ça veut dire qu'il aborde la société, il aborde l'économie, il aborde la question de l'homme à l'aide des catégories de la philosophie, c'est-à-dire il ne prétend pas faire une science de l'homme, hein, il réfléchit sur l'homme. Il a été influencé par le philosophe Hegel, dont vous avez entendu parler, qui était un grand philosophe idéaliste qui dominait la scène intellectuelle. Donc il en a retiré de Hegel non pas son idéalisme, hein, c'est-à-dire sa vision d'une histoire et d'un monde qui est animé par un principe spirituel, mais essentiellement son idée que les choses se passent dans le temps, hein, on appelle ça la dialectique, hein, c'est-à-dire que les phénomènes ne sont pas fixes, ne sont pas stables, hein, ils se meuvent, ils se transforment, et il y a de la contradiction dans les choses qui font que les choses bougent et se transforment. Et alors ce que Marx aura retenu de Hegel, c'est essentiellement la dialectique, si vous voulez, hein. Mais alors, il a rencontré aussi un philosophe important de l'époque qui est peu enseigné en France, je vous le signale, enfin, peu enseigné en général, qui s'appelle Ludwig Feuerbach, qui était un philosophe athée, humaniste, et qui s'est intéressé à la religion, voyez, et qui était matérialiste. Bon. Et alors, il a été influencé par Feuerbach, qui a écrit un livre qui s'intitule L'essence du christianisme, dont je vous reparlerai tout à l'heure, parce que le texte que je vais vous lire fait référence à un moment donné à la pensée, en quelque sorte, de Feuerbach. Et grâce à Feuerbach, en devenant matérialiste, voyez, il abandonne l'influence de Hegel. Voyez, il cesse d'être idéaliste. Hein. Mais il se trouve que Feuerbach, lui, dans sa vision des choses, part de l'homme en général. Et il va expliquer la religion à partir de l'homme en général, avec un H majuscule. Vous voyez. Et il se trouve que Marx va s'apercevoir assez vite qu'il ne faut pas parler de l'homme en général, parce que c'est une abstraction, et pour lui, il n'y a que des hommes, et au pluriel, avec une minuscule, situés historiquement, situés socialement, hein, et par conséquent, il va y avoir, vous voyez, chez lui, une deuxième révolution intellectuelle, la première provoquée par Feuerbach vis-à-vis de Hegel, et la deuxième, si vous voulez, qui va être la sienne à lui, hein, où il s'aperçoit que quand on veut parler de l'homme, il faut parler de l'histoire, parce que ce n'est pas l'homme qui fait l'histoire au sens strict du terme, c'est l'histoire qui fait l'homme, vous voyez, c'est l'histoire qui conditionne l'homme. Hein. Et à ce moment-là, c'est la société et l'histoire qui deviennent fondamentalement sous les enjeux de préoccupation. Le problème, alors il écrit un texte magnifique que j'ai lu étant jeune, que j'ai relu 20 ans après, qui s'appelle Les manuscrits de 1844. Alors, ce n'est pas un texte parfaitement rigoureux, ce sont des manuscrits, vous voyez, ça peut présenter des incohérences, mais alors, c'est rempli de pépites, si je puis dire, vous voyez, de trésors, littéralement, sur la société capitaliste, sur le règne de l'argent, sur le pouvoir de l'argent sur les hommes, sur ce qu'on appelle l'aliénation, hein, le fait que la société nous conditionne et nous empêche d'être nous-mêmes, vous voyez. C'est nous qui la produisons en un sens, mais c'est elle qui nous domine, vous voyez. Alors, il a développé toute une série de choses à ce niveau-là, qui sont absolument magnifiques, mais qui n'ont pas, vous voyez, le statut d'une analyse scientifique du réel.
Alors, il continue, vous voyez, dans son analyse de la réalité. Entre-temps, il rencontre alors quelqu'un que vous connaissez donc, qui s'appelle Frédéric Engels, qui a été son ami. J'en profite pour vous dire que c'est une histoire étonnante, hein, d'une amitié comme on n'en voit pas dans l'histoire de la pensée. Deux hommes qui se rencontrent. À la première rencontre, ça n'a pas été tout à fait l'adhésion totale, mais à la deuxième, ils se sont aperçus qu'ils pensaient littéralement les mêmes choses. Et Engels, qui avait travaillé en Angleterre, avait rédigé un texte sur le statut de la classe laborieuse, vous voyez, en Angleterre, et Marx s'aperçoit que lui et Engels pensent les mêmes choses sur la société capitaliste. Vous voyez. Et alors à ce moment-là, Marx s'aperçoit et se dit que pour comprendre la société, pour comprendre l'histoire, il faut peut-être cesser d'interpréter, vous voyez, c'est le mot qu'il emploie, hein, la réalité à l'aide de catégories philosophiques, il faudrait peut-être commencer par la comprendre scientifiquement. Et alors, il y a une thèse célèbre que Marx a énoncée dans les thèses sur Feuerbach. Donc, 44, hein, c'est les manuscrits dont vous parlez. Les thèses sur Feuerbach, c'est en 1845. Et la 11e thèse, elle est très célèbre. Marx dit, il s'en prend aux philosophes du passé, ceux dont vous avez entendu parler d'ailleurs, avant que j'intervienne aujourd'hui, vous voyez, et il dit ces choses étonnantes. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qu'il importe désormais, c'est de le transformer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire interpréter? Interpréter, ça veut dire d'abord avoir une attitude passive, penser le monde. Ceux-là, ils n'ont fait que penser le monde, hein, et ils n'ont pas transformé. Bon. Mais surtout, interpréter, ça veut dire penser le monde d'une manière non scientifique. Et à ce moment-là, ce que veut faire Marx, en devenant matérialiste, c'est penser le monde d'une manière scientifique, c'est-à-dire l'expliquer. Et quand on explique les choses, on peut les transformer. Je prends un exemple très banal. Quand vous connaissez scientifiquement la cause A d'un phénomène B, vous pouvez empêcher le phénomène B de se produire en intervenant sur A. Voyez, ou vous pouvez produire B en produisant A. Exemple, si vous voulez guérir quelqu'un de sa maladie, ben, il faut d'abord commencer par, non pas interpréter, voyez, hein, l'origine de sa maladie, mais connaître scientifiquement cette origine, connaître le microbe, tuer le microbe, et vous tuez à ce moment-là la maladie, mais pas le malade, au contraire, vous le maintenez en vie, voyez. Alors, voilà cette idée de Marx, vous voyez, d'un homme qui dit, je vais renoncer à la philosophie, voyez, et dans cette manière de dire cela, il y a une très très grande intelligence de ce qu'a été aussi la philosophie. C'est-à-dire des limites, en quelque sorte, de la philosophie. Voyez. Et donc, il va se mettre à vouloir étudier scientifiquement l'histoire et la société. Deuxième homme qui apparaît à ce moment-là, la rupture s'effectue donc au niveau donc, des thèses sur Feuerbach, hein, dont je vous ai dit la 11e, et il écrit un texte très célèbre, hein, qui n'a pas été publié de son temps, mais qui n'a été publié que dans les années un siècle après, à l'époque de l'Union soviétique. Et donc, quand Lénine a fait la révolution de 17, bon, les communistes du monde entier ne connaissaient pratiquement pas ce texte, hein, on le connaissait peu. Il écrit un texte qui s'appelle L'idéologie allemande, et l'idéologie allemande, vous voyez, ça désigne la philosophie allemande qu'il va considérer comme une idéologie. C'est-à-dire, dans son langage à lui, comme un système de représentation du monde et de l'homme qui n'ont pas de statut scientifique. Et il va mettre en place à ce moment-là une conception de l'histoire et de la société qui est matérialiste. Et du même coup, qui peut ambitionner d'être scientifique parce que aucune science n'est idéaliste. Voyez, la science, par définition, s'intéresse aux phénomènes en tant qu'ils sont matériels. Voyez, pour la science, la vie, c'est un phénomène matériel. Si vous ne pensez pas que la vie est un phénomène matériel, vous ne pouvez pas comprendre scientifiquement la vie. Voyez, les sciences humaines sont matérialistes aussi. Hein. Si vous partez de l'idée que l'homme a une âme, hein, pour un libre arbitre, hein, vous mettez en place une vision de l'homme qui va échapper à une explication de type scientifique. Voyez. Donc voilà le nouveau champ, voyez, dont s'empare quelqu'un comme Marx, c'est l'histoire envisagée d'un point de vue indissolublement scientifique et matérialiste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire réelle, telle que Marx, voyez, l'envisage, hein. Il y a un texte célèbre, celui dont je vous ai parlé, il dit « Nous ne descendons pas du ciel pour aller sur la terre. Nous partons de la terre pour aller au ciel. » C'est-à-dire qu'on ne va pas partir des représentations, vous voyez, religieuses du monde, hein, pour comprendre l'homme et l'histoire. On va partir de l'homme et de l'histoire pour comprendre les représentations religieuses du monde. Et alors, cette histoire, l'originalité de Marx, c'est de l'expliquer à partir de la production matérielle.
Voyez, c'est la production matérielle qui définit l'homme et le distingue de l'animal à l'échelle de l'évolution. Voyez, et il y a un texte célèbre où il dit, il se demande, il envisage les différentes possibilités que tous les philosophes ont pour distinguer l'homme de l'animal. Alors lui, il ne va pas dire l'homme, il va dire les hommes. Alors on peut distinguer l'homme de l'animal par la conscience, la religion, le langage, enfin tout ce que vous voudrez. Et il dit, lui, les hommes commencent réellement à se distinguer des animaux du jour où ils commencent à produire leurs moyens d'existence. Les animaux rencontrent les moyens d'existence, et ils ne les produisent pas. Les hommes les produisent. Et donc, ils vont produire des objets qu'ils vont consommer, qui sont matériels, bien entendu, et ça va leur permettre de reproduire, bien entendu, leur vie proprement sur les matériels. Voyez, et quand on lui demande, quand il se demande d'où vient cette capacité, on voit à nouveau le matérialiste intervenir, il dit pas en avant, vous voyez, ce pas en avant par lequel les hommes se sont distingués des animaux à l'échelle de l'évolution, pas en avant qui est la conséquence directe de leur organisation corporelle. C'est l'évolution, vous voyez, qui a doté l'homme d'une capacité de produire sa vie, qui va inaugurer à ce moment-là une histoire, et l'histoire va remplacer la simple évolution sur les biologiques. Et cette histoire va être constamment conditionnée par la production matérielle et les conditions de cette production. Voyez, et à partir de là, Marx va vous représenter une société dans laquelle la base de la société, il ne dit pas infrastructure, mais c'est un peu le même, est constituée donc par la production matérielle, les relations que les hommes entretiennent, voyez, en tant qu'ils produisent des objets dont ils ont besoin pour vivre, et sans lesquels il n'y aurait pas le reste. Voyez. Au-dessus se greffent des rapports sociaux, donc, qui sont des rapports de classe, voyez, mais qui sont engendrés par les forces productives matérielles. Dans l'Antiquité, il y avait très peu de techniques, donc on avait des esclaves, voyez, et à l'époque de Marx, les techniques industrielles se sont développées et on a les prolétaires. Donc les rapports sociaux, vous voyez, maître-esclave et ensuite bourgeois-prolétaires ont changé parce que les conditions de la production matérielle ont fondamentalement changé. Voyez. Donc les rapports économiques, d'abord, et les rapports sociaux, et au-dessus, vous allez avoir ce que Marx appelle une superstructure, c'est-à-dire un ensemble, si vous voulez, politique, idéologique, etc. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la conscience humaine, au niveau des événements politiques, au niveau du droit, au niveau de la pensée, etc., va être conditionné par ce qu'il y a avant. Voyez, et en particulier, les idées qu'on a sur la réalité ne tombent pas du ciel, elles sont produites par les hommes dans des conditions données. Un exemple tout simple, parce que vous savez que dans l'Antiquité, tous les philosophes ont justifié l'esclavage. Et l'ont considéré comme naturel, comme normal. Donc vous aviez, vous voyez, dans la base économique, vous aviez une production esclavagiste, et ça a donné une pensée, c'est-à-dire ce que Marx appelle une idéologie favorable à l'esclavage. Voyez. Et quand vous passez au contraire à l'époque du capitalisme, avec le contrat qui unit les capitalistes et les prolétaires, etc., avec la modernité technique, etc., eh bien, de nouveaux rapports sociaux vont entraîner les hommes à s'apercevoir qu'ils n'ont plus besoin d'esclaves, bien entendu, et à le condamner. Et la condamnation de l'esclavage va apparaître en 1789. C'est un événement intellectuel, vous voyez, qui n'aurait pas pu avoir lieu dans l'Antiquité. Parce que les idées sont liées à l'histoire humaine en tant que celle-ci est une histoire à caractère matériel. Vous voyez, et les idées, bien entendu, jouent un rôle dans cette histoire. Dernière remarque que je voudrais faire, parce que je n'ai pas prononcé le terme, et je pourrais vous en reparler dans la troisième partie de mon exposé. Au cœur de cette histoire, selon Marx, vous voyez, il y a, et ça c'est quand même essentiel, les rapports entre les classes sociales. Alors, les classes sociales, la première phrase du manifeste du Parti communiste, qui n'est pourtant qu'un manifeste, c'est un manifeste politique, mais qui comporte des choses extraordinaires sur le plan intellectuel, puisque quelqu'un comme Max Weber, qui est un sociologue allemand fondateur d'une école de sociologie anti-marxiste, admirait beaucoup quelqu'un comme Karl Marx et disait, mais ce livre-là, le manifeste du Parti communiste, c'est un document scientifique d'une immense valeur. Et la première phrase du manifeste, je ne sais pas si vous le connaissez, consiste à dire l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Alors simplement, il y a une note qui indique, après, parce qu'elle a été rédigée par Engels à la fin de sa vie,
à l'époque où ils ont écrit ça tous les deux, parce que Marx et Engels ont écrit le texte ensemble, ils ne connaissaient pas les sociétés primitives. Dans les sociétés primitives, il n'y avait pas de classe sociale, parce qu'il n'y avait pas de propriété privée. Et c'est dès lors que la propriété privée des moyens de production, vous voyez, est intervenue que des classes sociales sont apparues. Par exemple, alors dans l'Antiquité, le principal moyen de production étant l'homme, c'est-à-dire l'esclave, le maître était le propriétaire privé d'un instrument de production qui était l'esclave lui-même. Vous voyez, c'est vrai pour, bien entendu, pour le servage, et c'est encore plus vrai pour le capitalisme, que Marx va l'écrire, le capitalisme de son temps. Vous voyez. Et le capitalisme se caractérise, ça il faut le savoir, une société de classe en général, se caractérise par le fait que les moyens à l'aide desquels les hommes produisent, si vous voulez, vont distinguer cela. Ça va distinguer ceux qui possèdent ces moyens de production et ne les font pas directement fonctionner, et ceux qui les font fonctionner et qui ne les possèdent pas. Donc ça donne, si vous voulez, dans un langage schématique, mais qui n'est pas schématique en réalité quand on analyse les choses en profondeur, c'est l'opposition entre les bourgeois et les prolétaires. Voyez. Et Marx vous dira que l'époque contemporaine, voyez, on en reparlera tout à la fin, n'a pas diminué les antagonismes des classes. Elle n'a fait au contraire que les exacerber et les simplifier. Et la grande thèse que Marx développe à ce moment-là, c'est l'idée que le capitalisme contemporain, alors je vous en reparlerai tout à l'heure après, le capitalisme contemporain va simplifier ces antagonismes, va diminuer la part, vous voyez, des paysans dans la production sociale, c'est vrai aujourd'hui, comparer le nombre de paysans aujourd'hui à celui qu'il était il y a 2 siècles, et va augmenter le nombre des ce qu'il appelle les prolétaires. Mais n'entendez pas par prolétaire, comme on le croit normalement, vous voyez, des gens qui travailleraient directement à la chaîne, en faisant un travail physique ingrat, etc. Prolétaire, c'est pas ça. Ça, c'est un sens descriptif, vous voyez, et un peu misérabiliste. Pour Marx, prolétaire, ça a un sens conceptuel, vous voyez, et qui renvoie à la structure de la société. Et un prolétaire, c'est tout simplement quelqu'un qui est un salarié, vous voyez, lié directement ou indirectement à la grande industrie, donc qui produit des richesses, voyez, et qui en est spolié par ceux qui possèdent les moyens de production, et ça donne ce qu'on appelle l'exploitation. Et alors, à la limite, si vous voulez, lié directement ou indirectement à la grande industrie, donc les techniciens, les ingénieurs, font partie du prolétariat en ce sens-là. Et même Marx dit même dans Le Capital, à un moment donné, que le maître d'école qui contribue à façonner la force de travail du futur ouvrier, il est un prolétaire, parce qu'il contribue à la production, vous voyez, des richesses, sans posséder les instruments, bien entendu, de production. Et toute l'histoire humaine, pour Marx, eh bien, c'est un antagonisme d'intérêt comme ça, vous voyez. Dernière chose quand même, Marx n'avait pas encore découvert cela au moment du manifeste du Parti communiste, mais il va aller plus loin dans son travail. Et il va se mettre à la rédaction d'un ensemble, en fait, qui s'appelle la critique de l'économie politique, c'est-à-dire la critique de la manière dont les économistes de l'époque pensaient l'économie. C'est ça que ça veut dire, fondamentalement. Et dans ce cadre-là, il écrit Le Capital, en 3 tomes, vous voyez. Et Le Capital, c'est un chef-d'œuvre, il faut le savoir. Tout le monde dit aujourd'hui qu'il y a un retour à l'analyse marxienne aujourd'hui incontestable, vu la crise du capitalisme que l'on connaît, vous voyez. Et tout, alors qu'il y a 20 ans, à l'époque de la chute du mur de Berlin, dont je vous parlerai tout à la fin, on pouvait penser que Marx était terminé. Vous voyez, les instruments d'analyse de Marx ne fonctionnaient pas, le libéralisme avait définitivement triomphé sur la planète, etc. Eh bien, il y a eu la crise de 2008, qui est une crise sans précédent, dont beaucoup de gens se disent que c'est une crise systémique, vous voyez, et pas simplement conjoncturelle, fondamentalement, mais structurelle. C'est pas un moment qui sera dépassé par autre chose après. Et du coup, on se dit, mais alors, et si Marx avait eu raison, vous voyez. Et quand vous lisez effectivement, alors je vous dirai pourquoi il y a la parenthèse du 19e siècle, mais quand vous lisez aujourd'hui, très franchement, ou vous relisez le manifeste du Parti communiste, eh bien, vous apercevez que Marx n'a pas décrit simplement la société anglaise de son temps. Il a décrit un système, vous voyez, qui est le système capitaliste, avec ses lois d'évolution, bien entendu. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la crise qu'il avait prévue, mais il s'était trompé sur son imminence, mais cette crise-là, elle est devant nous. Vous voyez, et que des phénomènes comme par exemple la paupérisation, le fait que les gens s'appauvrissent, qui était inexact au XXe siècle. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, redeviennent aujourd'hui exacts. Et vous assistez aujourd'hui, de par le monde, dans les pays
capitaliste développé, hein, vous savez aussi bien que moi, vous assistez à une paupérisation des classes ouvrières et des classes moyennes. Et ce qu'on appelle la mondialisation, hein, qui fait sauter les barrières douanières et les frontières nationales, elle est magnifiquement décrite par Marx, qui vous dira, mais écoutez, c'est étonnant, le capitalisme détruit tout, vous voyez, ce à quoi les hommes étaient attachés jusque-là, ça a un aspect positif, mais ça a un aspect aussi négatif, et il noie tout dans les eaux glacées du calcul égoïste. Or, les eaux glacées du calcul égoïste, écoutez, c'est la loi de l'argent qui est actuellement en train d'envahir tout, dans tous les domaines, avec le concept de marché qui envahit tout, si vous voulez. Marx n'est pas simplement un penseur critique du capitalisme et de ses conflits. Vous voyez, ce n'est pas simplement un analyste de ses lois de fonctionnement, de la plus-value. C'est aussi un penseur de ce que j'appelle la macro-histoire, vous voyez, c'est-à-dire l'histoire envisagée sur le long terme. Et par conséquent, des lois d'évolution du capitalisme lui-même. Et Marx, ça on l'oublie aujourd'hui, vous voyez, et moi j'ai voulu le restituer fondamentalement pour une raison politique que je vous expliquerai après. Marx a envisagé dans un texte célèbre, qui est la préface de 1859 à la contribution de la critique de l'économie politique, enfin peu importe, dans lequel, vous voyez, il présente sa conception d'ensemble de l'histoire. Et il la présente comme une succession de modes de production. Le mode antique avec l'esclavage, le mode fondé sur le servage, hein, au Moyen-Âge, et le mode capitaliste, hein, le mode capitaliste de production. Mais il ne s'arrête pas là. Et alors, sur la base d'un certain nombre de mécanismes, vous voyez, que je ne vais pas vous expliquer, il prétend que le capitalisme, à un moment donné, va s'effondrer, parce qu'il est miné par des contradictions. Et en particulier, il prétend que le fait que la propriété privée soit privée, précisément, de la propriété de l'économie privée, et que le travail soit de plus en plus socialisé. Hein, on est tous interdépendants dans le travail, surtout aujourd'hui. Eh bien, ça crée une contradiction, vous voyez, entre une contradiction qui va faire exploser le système. Parce que le système ne pourra plus continuer à subvenir aux besoins de ceux qui sont de plus en plus nombreux et dont il a pourtant besoin pour continuer à fonctionner. Voyez, et il va y avoir donc il va y avoir les crises de surproduction, il va y avoir les phénomènes de paupérisation, dont le capitalisme produit des richesses, mais il ne peut pas les vendre parce que les gens sont pauvres, etc. Voyez, et Marx prétend que du même coup, le capitalisme doit un jour céder la place à une autre société, et on va trouver l'homme politique qui appelle le communisme. Voyez, alors, ce n'est pas du prophétisme. Hein, faites attention. Même s'il y a chez Marx, et là il faut être très attentif, hein, il peut y avoir chez Marx des formules hein, qui peuvent vous faire croire que c'est un peu un prophète, quelqu'un, vous voyez, qui voit en avant et qui prévoit un peu d'une manière irrationnelle, parce qu'il le souhaite, bien entendu, hein, la fin du capitalisme et la mise en place d'un autre type de société. Alors, il faut éliminer, vous voyez, ces formulations, par exemple, dans le manifeste du Parti communiste, je crois que c'est à la fin du chapitre 1 ou chapitre 2, Marx dit à un moment donné, parlant de la défaite de la bourgeoisie, la victoire du prolétariat, sur la base des mécanismes historiques qu'il a mis en évidence, la défaite de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Bon, on ne peut pas dire cela. Et on n'en sait rien si c'est inévitable. Hein. On peut très bien imaginer que les hommes, même au courant de la machine économique capitaliste, décident malgré tout de la conserver pour telle ou telle raison, si vous voulez. Hein. Mais ceci dit, ce qu'on doit dire, c'est que le capitalisme, vous voyez, accumule la possibilité de passer à un autre type de société. Il crée les conditions objectives pour qu'un autre type de société soit mis en place, qu'on va appeler le communisme. Hein. Et dans le socialisme, vous voyez, si vous me demandez quelle différence entre les deux, le socialisme, c'est la phase inférieure de la transition. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse société communiste ? Je vous dis très franchement que politiquement, je suis pour cette société, pas seulement politiquement, mais pour des raisons morales, hein, que je pourrais vous expliquer si vous voulez par la suite. C'est une société où il n'y a pas de classe sociale, hein, parce qu'il n'y a pas de propriété privée de l'économie. Donc, comme il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de lutte des classes, il n'y a pas de conflit violent d'intérêts. Donc, l'ère des révolutions, si vous voulez, est terminée. Ça va être remplacé par l'ère des évolutions. Hein, les hommes évolueront, s'arrangeront, il y aura sans doute des conflits ou des contradictions d'intérêts qui apparaîtront, mais pas au point de mettre en cause le système. Vous voyez, hein. Donc une société sans classe. Alors, non pas une société égalitaire,
Faites attention, parce que Marx, vous voyez, contrairement à ce qu'on peut croire, n'était pas un égalitariste. Pas tout simplement parce qu'il disait qu'il y aura toujours des inégalités de force, de tempérament, de talent, de capacité, d'une région sous à une autre, etc. Donc les inégalités, vous voyez, que Marx veut supprimer, ce sont essentiellement les inégalités de classe, vous voyez, qui sont liées à la propriété privée des moyens de production. Mais il ne veut pas faire en sorte que tous les hommes soient à l'identique, comme ça, vous voyez, ce qui serait une espèce d'égalitarisme, si vous voulez, sommaire et dangereux et négateur du talent. Vous voyez. Et quand on demandait, c'est dans un texte postérieur qui s'appelle La critique, vous voyez, du programme de Gotha, Marx définit les deux phases successives. Vous voyez, la première, le socialisme, et le communisme qui vient après. La première, c'est la transition du capitalisme au communisme. Première phase, il a défini de la manière suivante: de chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail. Ben, si vous dites de chacun selon ses capacités, ça veut dire que les capacités sont différentes. Vous voyez ? Et il y a même un texte où Marx dit, ou Engels dit, deux hommes ne seraient pas des individus différents si quelque part ils n'étaient pas inégaux. Hein, en taille, en ceci, en ceci, en ceci, en ceci. Donc vous voyez, et deuxième définition plus large du communisme, toujours de chacun selon ses capacités, donc il ne dit pas qu'on est tous identiques, équivalents, hein, mais pas identiques, hein, à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire que c'est une société dans laquelle les hommes, vous voyez, pourront, en quelque sorte, puiser dans la richesse ce dont ils ont besoin, mais ça peut être différent de l'un à l'autre. Et dernière idée que je voulais vous indiquer tout de suite, mais il y en aurait d'autres bien entendu, une idée fondamentale chez Marx, c'est l'épanouissement de la démocratie, et au point que Marx a envisagé que la société communiste, ce soit une société dans laquelle l'État dépérirait. Vous voyez ? Alors, on a besoin de l'État pour faire la révolution, hein, il y a un État bourgeois, les prolétaires s'emparent de l'État, sous une forme démocratique, on pourra en parler si vous voulez tout à l'heure, j'en reparlerai d'ailleurs. Hein. Bon, et après, progressivement, on n'a plus besoin de l'État au sens d'un appareil, si vous voulez, de coercition, de contrainte, la justice, l'armée, la police, les prisons, etc. Marx avait, vous voyez, une vision, disons qu'on pourrait dire optimiste, si vous voulez, hein, du vivre ensemble, qui fait que quand les hommes pourront mener, alors c'est moi qui parle, hein, quand les hommes pourront mener une vie intéressante, ils seront moins intéressés matériellement. Et étant moins intéressés, par exemple, ils seront moins tentés de voler. Et s'ils sont moins tentés de voler, on a moins besoin de juges, moins besoin d'un appareil répressif, et moins besoin, bien entendu, de prison. Vous voyez ? Alors, c'est peut-être, oui, tout de suite, hein, comment vous dire, une vision optimiste de l'avenir. Peut-être qu'il va falloir se référer à des auteurs comme Freud pour penser l'homme d'une manière différente, avec son inconscient, avec ses pulsions, etc. Mais reconnaissez avec moi qu'une société sans classe, hein, où la vie collective est au service des intérêts de tous, universels, où les hommes ne sont plus exploités, instrumentalisés, vous voyez, où leur autonomie est respectée et où leur liberté va s'épanouir un peu dans tous les domaines, dans les limites du respect d'autrui, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Voilà. Bien.